Bonjour, nous sommes au salon du survivalisme. Si vous avez vu notre vidéo de l'an dernier, vous savez ce que c'est. Ça concerne autant des gens qui veulent vivre en autosuffisance que des gens qui veulent survivre à une possible guerre nucléaire, pourquoi pas. Alors nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut survivre en famille quand on est avec des enfants, des personnes âgées, des gens nuls au lancer de couteau comme moi? On va voir ça aujourd'hui. J'attends juste que ma nièce et ma filleule aient chacune 9 ans. On va commencer leur petit Koh-Lanta de la vie. Il y a des conditions à respecter. Est-ce que vous connaissez les besoins de votre famille? Combien de nourriture il vous faut? Est-ce que vous pouvez subvenir à ces besoins? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez stocker la nourriture ou la trouver? Ou, bon, si c'est un contexte un peu bizarre, la chourer quelque part, etc. Mes enfants, s'ils sont petits, ils auront besoin par exemple de leur doudou. Donc si je fuis le domicile sans le doudou, c'est sûr que là, les enfants, ça peut mal se passer. Si je dois faire marcher mes enfants pendant longtemps et qu'ils n'ont pas l'habitude, ça va être compliqué. Et il y a une seule chose pour se prémunir de tout ça, c'est si on s'entraîne, si on se prépare à le faire, le jour où ça va arriver, même si on maintient les enfants dans une ambiance un peu jeu, rigolo, etc., ils le vivront bien parce qu'ils sauront déjà le faire. Et donc, ils auront été préparés. On déstresse un petit peu la situation. On montre à tout le monde qu'être dans la nature, c'est pas forcément dangereux. Il faut juste que ce soit bien encadré. Et c'est ça un peu le but des stages famille. Ce qui est sûr, c'est que quand moi j'aurai mes propres enfants, ça va commencer tôt. À partir du moment où ils auront 2 ans, etc., ils tiendront dans un sac à dos, ils iront dans le sac à dos. C'est juste que, ok, je prendrai peut-être une tente quechua, machin, qui ferme avec une moustiquaire pour mettre l'enfant en sécurité si je dois m'absenter pour qu'il fasse sa sieste. Après, moi, je crois beaucoup dans la mobilité et l'itinérance. Du coup, je dors beaucoup en hamac. Donc c'est sûr qu'à 2 ans, mon gosse, déjà même à la maison, il apprendra à dormir en hamac. Parce que le lit papillon, machin, c'est bien, mais ça prend de la place. Il faut le bouger. Alors que le hamac, peu importe où on le met, où on l'attache, c'est toujours la même forme de couchage. L'enfant, il a l'habitude. Et au niveau des repères, c'est important. Et comme je pense bouger beaucoup avec mes enfants, essayer de voyager dans le monde, etc., si j'ai le budget, ou de voyager beaucoup en France, très tôt, je les habituerai à cette mobilité. Et la mobilité entraîne forcément une baisse des attentes au niveau du confort. Et c'est une très bonne porte vers le camping, vers le bushcraft, vers la survie. Parce que s'ils ont l'habitude d'avoir un peu moins, mais d'être OK avec ça, c'est un petit peu la définition de la résilience. Bon, maintenant, on sait que le survivalisme en famille, c'est possible. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelques gestes qui sauvent nos enfants. On est allé voir un ancien pompier qui nous a expliqué 1 ou 2 petits trucs. Il a un beau pyjama. Bon, j'espère qu'on va réussir à le sauver, ce bébé. Je suis avec Jean-Michel sur le salon. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites ici? Donc nous, on est un organisme de formation en prévention des risques professionnels. La plupart de nos formateurs sont des pompiers en activité. Moi, en l'occurrence, je suis toujours pompier volontaire. Donc si j'ai une obstruction totale, et obstruction totale, là, est important de reconnaître les signes de l'obstruction totale, qui sont plus de son, plus d'air qui passe, pas de tout. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on a aussi l'obstruction partielle, auquel cas il n'y a aucun geste de secours, il faut laisser faire. Donc beaucoup de parents confondent souvent. Donc l'obstruction totale, ça va être tout de suite de mettre le nourrisson sur notre avant-bras, d'accord, en écartant légèrement la bouche. On va l'incliner sur notre jambe. Et il est aussi important de l'avoir incliné puisqu'ils n'ont pas le réflexe d'expulsion naturelle. Ils ne crachent pas, donc il faut que ça descende naturellement. Ensuite, on va faire comme chez tout le monde, face à une obstruction totale, 1 à 5 claques dans le dos, entre les omoplates. D'accord ? Donc c'est toujours assez impressionnant et c'est vrai qu'on va mettre des claques de façon à pouvoir avoir ce mouvement de tout recréé qui vont être tout simplement générés par les compressions. Si c'est efficace, forcément, le nourrisson va expulser, se remet à crier, auquel cas on le rassure, on le réconforte et bien sûr derrière on appelle les secours. Si malheureusement à l'issue de ces 5 claques c'est inefficace, il faut le retourner. D'accord ? On va le mettre toujours à califourchon et toujours tête en bas. On lui tient bien la tête et là cette fois on va générer des compressions thoraciques. Donc à l'aide on va prendre comme marque de repère les aisselles, 3 doigts. On s'arrête sur le sternum et j'enlève le doigt qui est le plus près de la tête. Une fois que je suis là, je vais faire 5 petites compressions sur le sternum qui sont l'équivalent du massage cardiaque aussi. On trouve tout au salon du survivalisme, des couteaux, des gourdes, des couteaux, des treillis militaires, des couteaux, des chiens de traîneau, des couteaux et encore des couteaux. À partir du
moment où tu vas dans la nature et que tu fais de la cuisine, tu reconnectes tout le monde. Faire soi-même sa maison, être autosuffisant. Voilà. Pour moi, c'est ça le survivalisme à la française, on va dire. C'est la famille qui est au cœur de ça. Les plantes sauvages, ça parle aux tripes. Et les enfants, comme les adultes, ils sont émerveillés devant « Ah, mais ça se mange !» Quand tu vas te promener, déjà, des orties, c'est facile à reconnaître. Bon, ça pique. Alors en général, quand ils se piquent, c'est facile. Parce que tu vas « Oh, la méchante ortie, elle t'a piqué, bah, tu vois, on va la manger !» Et donc, tu prends des gants, tu la ramasses. Après, tu prends une petite pâte brisée, par exemple. Il étale son petit fromage frais. On met les feuilles d'ortie dessus avec des gants, bien sûr. Après, on roule cette pâte brisée avec les feuilles d'ortie. On met ça au four 20 minutes. Et après, on coupe en tranches et on mange. Et les enfants adorent ça. Quand tu interroges les vieux, malgré tout, ils ont encore du savoir. Tu leur dis « Ah, mais on m'a dit que telle plante était comestible. » Et là, tu décroches des trucs. « Ah, mais oui, mais moi, quand j'étais petite, je mangeais telle plante. Ma grand-mère me faisait manger telle plante, etc. » Et tu redécouvres des savoirs. Mais il faut amorcer un peu les anciens. Parce que les anciens, ils n'osent plus parler de ça. Parce qu'avant, quand on mangeait des plantes sauvages comestibles, c'était pendant la guerre. C'est là où on était en mode survie. Et du coup, eux, on a associé la plante comestible à l'idée de survie. Alors que pas du tout, au contraire. Vous, par exemple, est-ce que ça vous arrive de faire des treks en famille? Je vois que vous êtes bien équipés. Est-ce que les enfants, ça vous fait pas peur de partir avec eux? C'est pas grave. Merci quand même. Rien à en tirer. C'est être un papou de Nouvelle-Guinée et de se retrouver à Paris en plein centre-ville. 2 jours maxi de survie. On ne choisit pas le moment, quand et avec qui on tombe en survie. Donc ça peut être des enfants, des vieux, des sportifs, des anxieux, il y a tout profil, cadre supérieur, chômeur, patron, ouvrier, femme, homme. Ouais, il y a tout profil, il faut faire avec. Ça nous arrive assez souvent d'avoir des enfants, des familles, des gens qui n'ont pas du tout la capacité physique, mais ils ont d'autres choses. Moi je me rappelle d'un stage, j'avais 2 gamins de 14 ans. Ben, c'est eux qui ont le geste de survie du stage. C'est eux qui ont fait que le groupe a réussi à tenir. On a eu un orage dantesque, le feu était complètement noyé, ils ont voulu absolument sauver le feu. Donc au pire de l'orage, ils ont mis des galets sur le feu, ils l'ont planqué. J'ai dit mais venez, venez, vous allez attraper la mort, venez à l'abri, venez avec nous, etc. Non, 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 on empire le feu, etc. Et bien, tout compte fait, à la fin de l'orage, il restait encore quelques braises. On a pu refaire partir le feu. Alors que là, c'était impossible de refaire du feu avec 2 morceaux de bois. Et ben, c'est eux qui ont eu le geste, on a pu se sécher, etc. Et ça a été les héros du stage. Donc c'est pas parce qu'on a 14 ans qu'on ne peut pas aider le groupe. Et la preuve, quoi. Alors un petit exemple, c'est le fameux faire du feu avec 2 morceaux de bois. C'est vraiment un geste ancestral que nous, civilisation moderne, on a complètement perdu. Et que certaines personnes savent encore le faire. Alors moi j'ai la prétention de dire que je sais encore le faire, mais j'ai réappris tout compte fait. Mais ce geste ancestral primitif, mais tellement essentiel pour l'histoire de l'humanité, on l'a perdu en quelques générations. Le briquet, ça n'a que 100 ans. Donc c'est de la nouvelle et de la haute technologie, un briquet. Et puis c'est savoir d'où on vient, c'est comme les racines d'un arbre. Si on veut qu'il y ait des feuilles au bout des branches, il faut que ça soit connecté à la racine. Si on se coupe des racines, l'arbre, à un moment donné, il va crever. Bon voilà, on a appris beaucoup de choses sur le survivalisme en famille. Maintenant, il ne reste plus qu'à pratiquer, à s'entraîner, à grimper vers les sommets, quoi.